23 mars 2022, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs des Canal Congo Télévision, bienvenue à votre magazine d'analyse kiosque au menu de ces débats, l'adresse du chef de l'État à l'Expo 2020 aux Émirats Arabes Unis, précisément à la ville de Dubaï. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo invite les investisseurs qataris à profiter à saisir l'opportunité qu'offre la République démocratique du Congo avec toutes ses potentialités pour pouvoir investir au Congo. Est-ce un pari, encore une fois de plus, gagné de la diplomatie RD congolaise? Assemblée nationale, les élus nationaux ont adopté hier au cours de la plénière les calendriers de matières adoptés au cours de cette nouvelle session de mars à l'Assemblée nationale, la révision de la loi électorale au menu de différentes matières à aborder. On en parle, mesdames et messieurs. Bienvenue encore une fois de plus à ces magazines kiosques qu'on a le réel plaisir de recevoir pour vous au séjour. Edmo Izuba est directeur général de l'opinion-info.cd. Edmo Izuba, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Je profite de l'occasion, comme il est à l'accoutumée, de présenter toutes mes salutations aux fidèles téléspectateurs et auditeurs de cette émission kiosque, et surtout nos amis, nos frères, nos compatriotes qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Je profite aussi de l'occasion pour vous souhaiter à vive voix un joyeux anniversaire. Merci beaucoup, cela me va droit dans le cœur. Hier, j'ai remarqué qu'il y avait une flambée des souhaits, donc j'en profite aussi pour, comment on dit, réciproquer le même souhait à tous qui me l'ont fait, tous qui ont pensé à moi à l'occasion de cette journée. Qu'ils en soient remerciés. Doudou Moutire vous promet déjà un cadeau juste après cette émission. Tout à fait. J'ai été saisi verbalement et j'attends la matérialisation. On parle politique dans cette émission. Edmo Izuba, hier c'était une journée entièrement consacrée ou dédiée à la République démocratique du Congo lors de l'expo qui se tient à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, lors de son adresse, il a appelé même les investisseurs qataris à saisir l'opportunité qu'offre la République démocratique du Congo afin de pouvoir investir en RDC. Comment avez-vous déjà jugé ces discours du chef de l'État? Merci beaucoup de la question. Mais si vous allez me permettre, je vais faire un break juste pour essayer de préciser une matière, parce que nous suivons depuis un certain temps dans notre pays un débat autour du travail de l'inspection générale des finances, qui est donc un flic, je dirais, la police de contrôle financier en RDC par excellence. Alors de plus en plus, le travail nous brandi par Jules Alingueté fait l'objet de débats de société, de débats aussi utiles. Surtout de personnes qui sont indexées. Oui, auprès des personnes qui sont indexées, mais aussi par sa méthode de procéder. Parce que on sait que quand un dossier est en instruction, on demande le secret professionnel, parce qu'on appelle ça le secret de l'instruction. Alors, très généralement, quand on regarde comment notre frère Alingueté travaille, qui fait un travail excellent, ça, je ne dois pas l'admettre, mais il doit comprendre que il y a beaucoup de failles qui méritent d'être corrigées. Très souvent, la méthode. Donc, très souvent, quand l'affaire est devant pas sa juridiction, sa structure, ça fait l'objet de publicité et d'hyper-médiatisation. Alors, cela n'arrange pas la plupart des inspecteurs qui travaillent avec lui, qui s'en plaignent par cette méthode. Vous savez, il y a les dossiers
IGF et Tony Mwaba, que les gens essayent de caricaturer comme Rand, comme série, ainsi de suite. Mais quand vous regardez de près, vous allez vous en rendre compte qu'il y a eu beaucoup de violations dans la procédure et dans la méthode de faire. Comment les dossiers dans cette affaire, chacun tire les draps de son côté, hein. Non, non. Que ce soit Tony Mwaba ou Gilles Alinguetti, chacun tire les draps de son côté. Moi, j'aurais préféré vraiment rester neutre. Vous savez, Jules n'est pas le tout premier inspecteur. Il a été placé là-bas avec des missions bien établies. Il ne faut pas que les enquêtes que lui fournit à la justice n'aboutissent pas. C'est ça en fait la finalité. Les gens attendent des enquêtes sérieuses qui aboutissent à des condamnations pour que ça soit comme une sanction négative dans le chef des gens qui volent. Mais Gilles Alinguetti ne peut pas se substituer en magistrat ou avocat. C'est ce que je dis. Il ramène justement la matière aux instances compétentes. C'est ce que j'ai dit. Les instances compétentes, la justice ou le parquet, remarquent beaucoup de faiblesses dans tout le rapport que Alinguetti leur fournit ou leur met à la disposition. Donc, quand on consulte, on remarque qu'il y a beaucoup de faiblesses. Voilà pourquoi il doit d'abord se faire entourer de bons juristes qui vont encadrer son travail. Pour les cas, par exemple, de Tony Mwaba, parce que vous avez dit tout le monde tire les draps de son côté, comment une enquête qui est dans une phase préliminaire, confrontation, au niveau de l'IGF, peut aujourd'hui faire l'objet de propagande. Vous voyez? Donc, on arrive même à interviewer, à travers son équipe de propagande, des personnes qui se sont déjà présentées devant l'IGF. Ça, c'est de 1. Et de 2, on envoie, donc, c'est comme si Alinguetti coopère avec des tierces personnes qui ne sont non inspecteurs, non membres de l'IGF, pour aller enquêter. Là, c'est ce que vous pensez. Non, ça c'est qu'on voit même. Comment on pense? Quand l'IGF dénonce et le lendemain on voit une équipe de propagandistes débarquer dans donc aujourd'hui, Edmond Izouba, qu'est-ce que vous reprochez à l'IGF? Sa méthode, sa façon de travailler. Oui, parce qu'il faudra passer un inspecteur de finances, c'est un flic qui opère avec beaucoup de minutie, beaucoup d'intelligence. C'est-à-dire ici, il s'agit de personnes qui détournent, de personnes qu'on appelle des criminels économiques. Alors, pour les attraper, il faut avoir de la méthode. Ce n'est pas de la publicité seulement. Ce n'est pas de la surmédiatisation. Et des deux, au nom de quoi l'IGF insulte tous les jours les gens de voleurs, les qualifie de voleurs. Il dit... c'est grave lorsque vous parlez d'insulter. Non, mais c'est lui qui insulte. Il parle de voleurs. Il insulte tous les jours. Les gens détournent. Non. Soyez un peu sérieux, Edmond Izouba. Ouais. Lorsque les gens détournent l'argent qui était peut-être affecté à un travail quelconque en faveur de la population, tu veux qu'on les appelle qui? C'est ça la maladresse. C'est ça. On les appelle des détourneurs ou voleurs. C'est ça la maladresse. C'est ça même du Molière. C'est ça le populisme. L'IGF n'a pas qualité à qualifier une infraction. L'infraction est qualifiée par soit le parquet et soit par le juge. Donc l'IGF n'a pas cette qualité de commencer à chaque fois, quand il est en train de mener une enquête dans une structure ou dans une institution de l'État, commencer à insulter les gens. Donc, il commet lui-même beaucoup d'infractions sans pour autant s'en rendre compte. Merci. Et cette méthode de coopérer avec des gens qui ne sont pas membres de l'IGF inquiète. Donc, il utilise une équipe de propagandistes à qui il paye beaucoup d'argent. On ne sait pas où est-ce qu'il tire cet argent. Mais ce sont des gens-là qui, je ne sais pas, la valeur même des enquêtes, la valeur juridique, voire même morale de son équipe de propagandistes auprès des personnes qui comparaissent devant lui. Merci beaucoup, Edmond. Alors, je vais répondre maintenant à la question de Dubaï. Parce que j'espère que votre inquiétude peut-être sera l'inspection de finances. Parce que si ça avance comme ça, on ne va plus jamais reconnaître le travail de l'IGF. Alors, concernant Dubaï, vous savez, la diplomatie agissante du président de la République veut que la RDC soit présente
dans des concerts des nations. Alors, pas plus tard qu'au mois de décembre, vous avez vu, 3 jours ou 4 jours comme ça de la RDC en Espagne, on a fêté, on a présenté la rumba, on a présenté tout ce que nous avons comme potentialité. C'est-à-dire, il est temps aujourd'hui de vendre le Congo. De vendre le Congo à n'importe quel prix. Parce que l'image que les autres ont du Congo, c'est l'image d'un pays à ventre mou. C'est-à-dire là où il y a la guerre, là où on viole. Parce qu'on là où il y a la souffrance, la misère, parce que comment indescriptible. Comment on peut dire que la RDC, c'est la capitale du viol? Vous voyez, c'était l'image qu'on présentait la RDC. Qui était ternie. Et aujourd'hui, cette image-là nous a fragilisés, à l'externe comme en interne. Parce que quand on parle des investisseurs, oui, ce sont des gens qui ont des moyens, qui œuvrent dans le secteur privé, qui viennent pour créer de l'emploi au Congo. Donc l'État est insuffisant parce que dans d'autres pays, on a vu, c'est le domaine privé qui a beaucoup plus engagé que l'État. Donc ici, l'État est seul pourvoyeur d'emploi. Oui, ici l'État est seul pourvoyeur d'emploi. Alors il faut départager la charge pour réduire le seuil de la pauvreté et permettre la création des entreprises. Et pour mieux le faire, il faut aller séduire les investisseurs à l'extérieur du pays. Il faut le faire à n'importe quel prix. Il faut le faire. Mais en interne aussi, il faut se rendre compte que nous devons avoir des infrastructures adéquates. Parce que quand les investisseurs là arrivent, quand nous participons aussi dans des sommets à l'extérieur du pays, nous devons être en mesure d'en organiser chez nous. Or, chez nous, nous ne pouvons pas, nous sommes incapables chez nous de recevoir 4 chefs d'État le même jour. Une conférence internationale venait d'être organisée au ministère des Affaires étrangères. Avec la présence de combien de chefs d'État? Combien? Donc les autres sont venus le même jour pour gagner leur pays. Les autres ont passé une demi-journée. Donc c'est déjà un pas à féliciter. Oui, je suis d'accord. Donc il faut ambitionner. Quand on veut aller loin, on doit avoir une vision qui est grande. Donc je pense que le président est sur cette lancée. Il faut vendre le pays, il faut vendre le Congo, il faut enlever au Congo cette image sombre, cette image du sang qui a été placée depuis des années. Donc, si les investisseurs arrivaient et que le climat est propice pour les entreprises, ils vont investir. Chaque jour, on parle des investisseurs, les chefs de l'État, c'est assez bas, hein, bec et ongle pour trouver les investisseurs, afin d'investir aussi au Congo pour que nous ayons un peu d'emploi. Est-ce que ces investisseurs viennent réellement investir ou bien c'est juste en termes de nom, investisseurs? Oui, il y en a d'autres qui viennent quand même en villégiature, parce qu'on ne peut pas dire que tout le monde qui vient ici, investisseurs, ils viennent investir. Pas du tout. Il y en a d'autres qui viennent, ils inspectent. Il y en a d'autres, il y a aussi des mafieux qui viennent. Nous avons vu à l'époque de Kabila, il a été escroqué à plus d'une fois. Kabila a été escroqué par les investisseurs. Quand on dit escroqué, dans le sens qu'il a donné confiance à des gens, à des individus, et c'était toujours des Arabes. On devait avoir des immeubles ici, vous savez, on avait des pancartes de gauche à droite. On devait avoir des bâtiments gratte-ciel. On n'en a pas vu. On n'a pas vu. L'argent a été détourné par les Congolais. Il semble que surtout le détournement à la gare centrale. Justement, sa bonne foi a été détournée. Donc il faut assainir. Et deuxièmement, il faut assainir les milieux des affaires au Congo. Parce que j'ai appris qu'il y a une équipe de la FEC qui est aussi partie, la Fédération des entreprises du Congo, c'est-à-dire qu'il y aura certainement des ateliers ou des séminaires d'information, comment investir au Congo et quel est le coût à payer pour ça, dans le secteur minier, qu'il soit dans le secteur d'agriculture, parce que c'est des secteurs porteurs de l'espoir et du développement au Congo. Donc je pense que si tout est bon, tout est bien fait, et c'est fait avec une politique qui permettra à ce que quand les investisseurs viendront, qu'ils ne regrettent pas, parce qu'il y en a d'autres qui regrettent quand on voit
les taxes qu'il faut payer, la multiplicité des taxes, plusieurs taxes, vous le payez vous payez pour la même chose plusieurs taxes, tu vois, ça affaiblit et ça détruit les climats des affaires. Donc il faut assainir aussi les secteurs d'entreprise pour que on nous trouve quand même cette fois-ci sérieux. Donc les autres viennent aussi pour faire ce qu'on appelle des études. Bon, ça prend quand même du temps ces études-là. Est-ce qu'aujourd'hui, Edmond Izouba, on peut s'est frotter le main dans ces partenariats avec les Arabes, les Saoudiens? Bon, comme il y a un partenariat profitable pour la RDC. Il y a encore rien de concret. Il y a une société égyptienne que j'ai rencontrée au Kasaï central, Arab Contractor, qui est en train de faire des grands travaux. Cette fois-là, la route Kananga-Kamwesha, qui passe par Chikapa. Donc, ils sont sérieux, ils ont posé leur base, à peine les travaux ont commencé. Je peux dire qu'à travers ceux qui viennent déjà, il y a un pas, donc on peut faire confiance. Parce qu'on s'est habitué avec de Belges, les Américains, les Français, les Allemands. Il y a un projet aujourd'hui, les Arabes s'invitent. Oui, ils s'invitent, je suis d'accord. Ils s'invitent, mais les Européens, les Égyptiens, les entreprises comme celle qui va construire cité Fachi City. Je pense que cette entreprise paraît avoir l'air sérieuse parce que là, tout est déjà fait. Semblait avoir l'air sérieuse. Bientôt, les travaux vont commencer, mais il faut trouver une bonne méthode comment parler aux militaires parce que on va occuper l'endroit, le camp Kokolo. Vous avez entendu du bruit comme quoi on était en train de déguerpir. Ce n'est pas encore le cas. Nous avons mené des investigations pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Ils n'ont pas obtenu des $200, l'argent qu'on... Pas du tout. Des $200, L'entreprise belge est encore dans une phase de préparation du projet. Donc, elle est en train de préparer avec le gouvernement parce que le moment M viendra. On va d'abord construire là où les militaires iront rester parce qu'il n'est pas normal qu'en plein centre-ville, nous rencontrons des militaires avec armes et tout ça. Il semble que ce n'est pas comme ça que ça s'est fait. Les autres pourront aller vers Maluku, les autres vers à la sortie du Congo central. Ils vont construire d'abord et puis ils vont négocier avec les militaires et les militaires iront rester et après ils vont négocier parce qu'il semble que les gens ont construit dans le camp, il y a des maisons de particuliers. Il faut aussi parler avec les particuliers, il faut négocier avec eux. Le moment opportun, les choses se feront de cette manière-là. Donc, c'est là où ils sont en train de mener encore les études. Si tout est bien fait, parce que les accords sont déjà signés, ils vont nous pousser des immeubles là-bas. Ça va nous permettre aussi que nous puissions organiser des sommets d'une semaine, de 20 jours, de 30 jours au Congo, que nous recevions beaucoup de chefs d'État chez nous. Espérons que ça sera le cas. Il faut le dire aussi. Ça fait partie des investissements. Donc il ne faut pas, quand on dit investissement, et voir toujours dans le secteur minier ou dans le secteur d'agriculture. On peut venir investir dans le boom immobilier. Et c'est très important pour un pays qui manque des infrastructures. Ouais. Donc il faut créer les terrains pour tous les investisseurs. Il ne faut pas les limiter. Il ne faut pas le limiter, il faut le dire aussi. Hier, on était presque ébloui par les prestations de nos différents artistes lors de cette journée dédiée à la République démocratique du Congo au niveau des Dubaï, la rumba congolaise qui est inscrite par l'UNESCO à la liste des patrimoines immatériels de l'humanité. C'est aussi une façon pour la RDC de vendre son image d'une façon positive. Tout à fait. Il y avait même, moi j'ai beaucoup apprécié l'organisation à Dubaï. Donc, il y avait même un kiosque réservé à la rumba. J'ai vu cela à travers les images nous présentées par notre concert Élisée Odia qui se trouve être sur place là-bas à Dubaï. Donc, vous sentez que tout était bien préparé.
Et j'ai beaucoup apprécié la prestation de nos artistes. JB Piana, Zaiko, ils ont joué tout autre. Ils ont joué de la musique folklorique. J'ai vu aussi, il y avait de masques, il y avait notre culture qui était vraiment bien représentée. Il y avait aussi Maître Gims, qui lui n'est pas de moindre. Vous avez vu vous-même comment la salle était remplie. Donc, ça veut dire aujourd'hui, à la RDC, en dehors de l'investissement, des investissements, vous avez la détente avec la rumba. Et une musique aujourd'hui que le Congo veut vendre à un prix très élevé, hein, parce que, vous savez, la rumba a cessé de faire... pas de bruit, mais a cessé de se faire entendre en Europe. Ça fait quand même un bon bout de temps. Il faut maintenant négocier. Les Qataris étaient satisfaits, éblouis lors de cette prestation, mais une musique qui se joue seulement ici au continent, au pays. Mais c'est ça que j'ai dit. Donc il faut maintenant que nous reprenions avec les concerts, avec nos musiciens. Avec les combattants, avec Bokechu. Oui, attendez, il faut parler avec le gouvernement français, il faut parler avec le gouvernement belge, il faut parler avec le gouvernement... Là, il faudra parler avec le gouvernement de ces pays, justement, pour trouver une solution. Parce qu'il faut protéger d'abord de la rumba. Il faut protéger ces patrimoines immatériels de l'UNESCO. Il faut le vendre. Alors, comment on va le faire si il y a un groupe de gens qui estiment que interdire aux musiciens de jouer à Paris ou dans de grandes salles européennes permettra à ce qu'il y ait retour de la paix dans l'est du pays? C'est tout à fait avec quel intérêt d'interdire à ces artistes de rester? Non, mais les combattants, ils font avec la mauvaise foi. Parce qu'ils ne sont pas politiques. Non, pour eux, ils vont pousser les autorités à agir. Mais on va agir comment? Il y a même un état de siège qui est là, avec toute la prouesse, toute le prouesse possible que notre armée est en train de brandir et de présenter sur le champ de bataille. C'est déjà des avancées qui pouvaient nous réunir, qui pouvaient nous rassembler. Mais quand eux estiment que non, le musicien tel ne doit pas jouer. Moi, je regarde Maître Gims, il joue à Paris. Il joue dans de grands stades là-bas. Mais pourquoi pas? Là, il n'y a pas... Oui, là, il n'y a pas de combattants. C'est pas dans des salles là que presse Maître Gims. Parce que les autorités françaises estiment que nous devons protéger celui-là. Donc, non, ils doivent protéger cette fois-ci tous les Congolais et tous les musiciens congolais. J'apprécie beaucoup. Il y a des dates de concerts qui sont programmés, avortés le jour J même, à de l'événement. Les billets vendus même. Et puis, on dit, voilà, on craint qu'il y ait de la violence et tout ça. Moi, j'apprécie beaucoup la Côte d'Ivoire, et voire même le Burkina Faso. Ils ont instauré un système dans leur musique, ou dans leur culture en général, parce qu'il y a aussi le théâtre. Quand un Ivoirien veut aller à l'extérieur du pays, tout ce qui concerne le visa, il l'obtient sans problème. Mais ici, chez nous, pour que nos musiciens trouvent du visa pour voyager, c'est tout un problème. Ça devient catastrophique. Tout simplement parce que... Par rapport aux différentes réalités. Oui, au phénomène de trafic justement, d'êtres humains. Mais quand le musicien part, il commence d'abord par récupérer difficilement le visa, alors quand il part, il retourne, il ne sait pas quand est-ce qu'il partira. Ça commence d'abord par là. Quand moi je pars en Europe, je regagne le Congo, je ne sais pas quand est-ce que je veux retourner. Nous avons perdu de grands musiciens qui sont restés en Europe sans se produire parce qu'ils étaient dans des démarches de ce qu'on appelle des documents. Or, si l'État garantit à nos musiciens, ils signent des accords avec les États comme la France, où il y a la meilleure destination pour nos musiciens, on estime que pour trouver un visa pour un musicien, on peut l'obtenir même le même jour. Je ne pense pas à ces musiciens-là, il partira et il va fuir. Qui aujourd'hui pour rester quoi faire? Là-bas, il y a des taxes, la vie est trop chère là-bas. Vous voyez?
Or, s'il a l'avantage de partir et de revenir, de partir et de revenir, de faire même des navettes quand il voudra, il ne va même pas tenter de fuir. Parce qu'il aura cette opportunité. Il sait que c'est déjà un acquis. Alors, voilà pourquoi j'ai dit... Pour faciliter... Oui, nos musiciens. Comme on a donné le passeport rouge aux autres, Maître Gims, on doit aussi la démarche de l'ONG Artistes à danger, on doit aussi donner des passeports rouges à d'autres musiciens. Ça va leur faciliter ne serait-ce que cette mobilité et promouvoir leurs affaires, qui n'est que la musique. Quand un musicien comme Oué Ranson ne se produit plus dans de grandes salles, et vous pensez qu'il gagne grand chose? Je ne pense pas. Il est devenu un artiste local. Oui, ben, un artiste local, parce qu'ici, quand vous jouez pratiquement beaucoup d'argent qu'on donne, c'est 10 000 $. Je ne connais pas un concert ici qui va au-delà de cette somme. Je ne connais pas, à moins que ce soit dans le stade ou, et tout ça. Donc, on doit faciliter à tous les niveaux. Et le problème qui concerne la rumba, on doit traiter ça avec beaucoup de sérieux, pas ce que je vois. Donc, il y a un pas qui a été franchi pour rester dans le domaine de la culture. Notre Premier ministre, notre chef du gouvernement est allé en Belgique pour récupérer nos œuvres d'art. Et vous voyez, nous avons aujourd'hui notre musée qui n'est pas assez consistant parce que on parle de plus de 800 objets culturels. 80 000, quelque chose, objets culturels récupérés. Alors on attend, juste en face, il y a une très belle construction qui va voir le jour pour essayer d'organiser les expositions et le placer dans des endroits appropriés. Donc ça va permettre tout ça, d'embellir l'image de la RDC que de présenter la RDC autrement. Nous avons un vaste étendue forestier, nous avons la rivière, nous avons la faune, nous avons le flore. On a d'énormes potentialités, la RDC. On a des espèces rares. Nous avons, au-delà de ça, de matières premières que l'on retrouve qu'ici au Congo. Donc, le Congo aujourd'hui est déterminé à être vendu partout ailleurs, partout dans le monde et attirer des investisseurs chez nous. L'appel est lancé à tout un chacun de nous à protéger ces patrimoines de l'UNESCO qui est la rumba congolaise et à promouvoir cette rumba congolaise qui aujourd'hui c'est un patrimoine. Là ce n'est pas seulement l'opposition, ce n'est pas question de la majorité, ce n'est pas question des centristes et tout ça de la société civile. Là ça concerne tout le monde. C'est ça ce qu'on appelle humanitates en latin, c'est-à-dire la culture générale. C'est tout ce qu'on retient après avoir tout perdu. C'est tout ce qui nous reste. C'est la culture. C'est notre humanité. Donc ça vaut la peine c'est pour la protéger. Que vous soyez opposant, que vous soyez centriste, ou union sacrée, il faudra protéger cette tous nous unir. Ça, c'est une identité communautaire que nous devons porter en nous. Donc nous ne devons pas traiter ça comme si le régime ne nous plaît pas. Parlons-en à présent, Edmo Izuba, ces calendriers adoptés au niveau de l'Assemblée nationale. On met en avant-plan la révision de la loi électorale. Est-ce qu'on peut dire déjà que la voie est balisée pour les élections crédibles et transparentes en 2023 ? Oui, je pense que la révision, c'est voulu d'abord par l'opposition. C'est ce qui bloquait même. Oui, l'opposition. Le peuple congolais a eu à reprocher à Joseph Kabila beaucoup de lois et beaucoup de dispositions taillées sur mesure dans la loi électorale parce que ça ne faisait pas l'objet de l'unanimité. Il y a le problème des seuils électoraux qui doit être quand même revu, c'est tout à fait anormal. Les motivations, le motivation avancée en 2018, c'était pour ne pas permettre à ces partis politiques mallettes de régler ces problèmes des partis politiques mallettes.
Oui, mais avec le seuil de 3%. Vous vous rendez compte je trouve qu'aujourd'hui, les politiques sont montés au créneau pour demander à ce qu'on mette plus ces seuils électoraux. Oui, bah qu'on supprime carrément cela. On a voulu sanctionner le parti Mallette. Ça n'a pas marché parce qu'ils sont là. Ils sont allés coaliser, mais après, c'est des coalitions informelles, je dirais, contre nature. Après, on est revenu sur la case de départ. Est-ce que si il faut avoir moins de partis, il faut avoir un seuil électoral élevé? Je ne pense pas. Je ne demande pas non plus qu'on puisse bannir totalement ou complètement le seuil électoral. Mais ce qu'il faut faire, c'est de placer un seuil électoral raisonnable. Et je pense que les acteurs politiques vont... Là, il faudra ramener à 1%, parce que le 3% posait problème. Oui, bah, pourquoi pas? Si 1% ça arrangerait, pourquoi pas on y aille? Donc, il faut permettre à ce que les acteurs politiques aient cette possibilité-là. Alors, la deuxième chose, c'est que on aurait voulu aussi qu'on retourne au deuxième tour de la présidentielle. Et là aussi, c'était vraiment parmi les dispositions qui ont été taillées sur mesure à l'époque de Kabila. Donc, on aurait aussi voulu qu'on ait un débat. On voit en France comment ça se passe, comment donc le fait de ramener l'élection présidentielle à un tour, c'était taillé sur mesure de Joseph Kabila. D'abord, aujourd'hui, on commence par supprimer les débats. Aujourd'hui, vous pensez que non, il faudra revenir à ces anciens modèles de 2 tours. Tout à fait. Et parce que nous ne pouvons pas réviser la Constitution. Oui, ça dit, nous ne pouvons pas avoir un président qu'on entend seulement parler dans la foule. On doit voir un président répondre à des questions, répondre à des questions des sociétés qui sont posées par des journalistes. En 2006, il n'y a pas eu de débat, malgré qu'il était malgré à des tours. Malgré il n'y a pas eu de débat. Oui, malgré que c'était même constitutionnel. Constitutionnel, mais il n'y a pas eu de débat. Mais on nous a privé de ça. Qui avait peur de ces débats? On a vu chacun des candidats s'est retiré dans son coin, dans une sorte de conférence de presse avec les journalistes. Voilà. Et non un débat contradictoire. Voilà, avec des questions déjà orientées. Donc, vous voyez, donc il faut permettre à ce que le Congolais, les citoyens congolais de partout où il est, contrôlent comment son futur président parle, comment il répond aux questions qui fâchent et aux vrais problèmes des sociétés. Nous devons jauger leur capacité de réfléchir, déjà, parce que la solution en dépendra. Deuxièmement, c'est que les révisions autour de double nationalité, on devait aussi en venir. Il y a même des arriérés législatifs auxquels ça doit être soumis même au débat au cours de cette nouvelle session de mars. Tout à fait. Donc on devrait permettre à ce qu'il y ait une sorte de décrispation de climat électoral en RDC. Et moi, en suivant le débat, j'ai pu entendre de la bouche de Délice Sanga que des réformes qui concernent par exemple la révision de la Constitution, on n'y touchera pas parce que nous sommes sous état de siège. Il y a des provinces de notre pays qui sont sous état de siège. Alors, on ne peut pas, d'après les dires de la Constitution, toucher la Constitution pendant l'état de siège. Donc, il a raison, il a tort. Non, c'est la Constitution qui les dit. Donc, des questions qui concernent la révision de la Constitution seront placées au frigo. En attendant, nous allons nous attaquer à la loi électorale et réformer certains articles que je qualifie, moi, taillés sur mesure, qui avaient favorisé la classe politique de Joseph Kabila à l'époque, de se tailler une bonne part de députés à l'Assemblée nationale, comme aux assemblées provinciales. Il y a même Noël Tchani qui fait pression même à Christophe Mbosso pour que cette proposition de loi de la congolité soit enfin débattue par les élus nationaux. Moi je pense que le Congolais ne changera pas. La bêtise insiste parce que je ne comprends pas l'opportunité d'une telle loi qui vient plus diviser qu'unir le Congolais.
Quand vous regardez le préambule de notre Constitution, on parle de l'unité nationale. Lorsqu'il parle de la préservation, la protection des postes de souveraineté de notre pays, justement, cette il a raison ou il a tort par rapport à des différentes réalités des infiltrations de notre pays. Mon frère Maxime, il a tort sur toute la ligne. Cette loi consacre l'exclusion. Et il le sait bien. Le président de la République y a déjà répondu. Donc pour cette proposition de loi est discriminatoire. Très discriminatoire. Et le président de la République n'y va même pas, il ne le voudra pas. Il peut insister, il peut faire ce qu'il veut, mais... Pourquoi pas soumettre ça au débat et puis qu'on sente ces chocs-là d'idées des élus nationaux? Non, moi je pense que tout ne doit pas seulement être ramené au niveau de débat. Parce qu'il y a une commission de toilettage au niveau de l'Assemblée nationale. Les propositions, le projet de loi passe d'abord par cette commission. Et c'est la commission qui en jugera l'opportunité. Nous avons suivi dans la session passée que cette loi a été, que cette proposition de Tiani a été rejetée. A été rejetée. Mais vous allez nous amener encore quel débat? Même si Tiani lui-même vient pour nous dire voilà, il a porté quelques amendements. Mais qui va accepter? L'intitulé déjà de la loi pose problème. Ça consacre l'exclusion. Parce que ça vise visiblement, la loi interdit à certaines personnes. Et quand vous regardez, c'est selon ta perception de fait que cette loi vise... la perception même de la loi et la vision de la personne. Ta lecture de fait. Cette loi vise certaines personnalités, certains individus. Or, cette loi vise à protéger la souveraineté, le poste régalien. Quelle souveraineté? Quelle souveraineté? Parlons-en. Bon, parce que quand on dit souveraineté, quelle souveraineté, mon frère? C'est lui qui a eu à diriger dans ce pays. C'est lui qui a eu à protéger les acquis démocratiques dans notre pays. Vous allez dire que lui, il n'est pas souverain parce qu'il ne peut pas, il ne peut pas. Non. Moi, je pense que Tiani lui-même s'est dévoilé en nous offrant un débat taillé sur des individus. Vous savez, quand on lui posait des questions autour de cette loi, à qui il s'acharnait? Il a cité une fois Mouyambo, il a cité une fois Moïse Katumbi, il a cité une fois Olivier Kamitatou. Il cite des gens. Non, mais mon frère ami, on doit s'interdire d'engager même un débat pareil dans la société. C'est un débat qui nous diminue. Les débats sur des races, les débats sur des individus et les débats sur des peaux de gens. Non. Je pense qu'on ne va pas reculer le Congo. L'Assemblée nationale ne le fera pas. Et Mbosso non plus, ni le président de la République, le président d'aucune institution peut accepter un tel débat. Même dans une société comme CCTV, même dans une société comme la mienne, je ne peux pas engager un tel débat. Merci Edmond Izouba. Mesdames et messieurs, l'émission est terminée. On a eu le réel plaisir de recevoir pour vous séjour Edmond Izouba, qui est directeur général de opinion-info.cd, auquel j'ai dit merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci beaucoup, Maxime. Vous étiez nombreux à suivre cette émission Kiosque, une émission réalisée par Bruno Ndinga, Doudou Motiré à la production, Romain Makonda au site web qui vous a permis de suivre cette émission à travers le monde. Je vous retrouve tout prochainement. Restez connectés sur Canal Congo Télévision. L'info est en continu.